Je m'appelle Marguerite, j'ai 70 ans aujourd'hui, et je suis assise seule dans cette maison vide où résonne encore le silence de ma solitude. Mes mains tremblent en tenant cette photographie jaunie où nous sourions tous ensemble, ignorantes du poison qui coulait déjà dans les veines de notre famille. Si j'avais su ce jour-là, quand j'ai préparé ce gâteau avec tant d'amour, que ma propre fille me regarderait avec des yeux remplis de haine et me donnerait cet ordre humiliant, aurais-je fait les choses différemment ? Mais laissez-moi vous raconter depuis le début, parce que chaque trahison a ses racines, et les miennes plongent profondément dans le terreau amer de secrets que j'aurais dû dévoiler bien plus tôt. C'était un mardi de novembre, gris et froid comme seuls les jours de fin d'automne savent l'être. Je me souviens de chaque détail avec une clarté qui me brûle encore l'esprit. J'avais passé toute la matinée dans ma cuisine, cette pièce qui avait été le cœur battant de notre foyer pendant tant d'années, à préparer le gâteau préféré de ma fille Céline. Un gâteau au chocolat avec un glaçage à la crème au beurre parfumé à la vanille de Madagascar, exactement comme elle l'aimait quand elle était petite. Mes articulations me faisaient souffrir, arthrite oblige, mais je ne me plaignais pas. Pour l'anniversaire de ma fille unique, j'aurais déplacé des montagnes. À 70 ans, après tout ce que nous avions traversé ensemble, je pensais que rien ne pourrait briser le lien sacré entre une mère et son enfant. Quelle naïveté de ma part! Quelle ignorance criminelle! Céline devait arriver à 16 heures. J'avais tout préparé avec un soin méticuleux. La table était dressée avec la nappe brodée que ma propre mère m'avait léguée, celle qu'on sortait uniquement pour les grandes occasions. Les couverts en argent brillaient sous la lumière tamisée du lustre. J'avais même cueilli les dernières roses de mon jardin pour composer un bouquet délicat au centre de la table. Le gâteau trônait fièrement sur son présentoir en cristal, couronné de 42 bougies que j'allumerais au moment de son arrivée. 42 ans. Ma fille avait 42 ans, et je me souvenais encore de l'instant précis où je l'avais tenue dans mes bras pour la première fois, ce petit être fragile et parfait qui avait transformé mon existence entière. Comment ce bébé adoré était-il devenu cette femme qui allait me regarder avec un tel mépris? Quand la sonnette a retenti, mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier, vérifié mon reflet dans le miroir de l'entrée, lissé mes cheveux gris soigneusement coiffés. J'ai ouvert la porte avec un sourire radieux, les bras grands ouverts, prête à serrer ma fille contre mon cœur. Mais ce que j'ai vu sur son visage m'a glacé jusqu'aux os. Ses yeux, ces beaux yeux noisettes qu'elle tenait de son père, me fixaient avec une froideur que je ne leur avais jamais connue. Ses lèvres étaient pincées en une ligne dure, et son corps entier irradiait une tension qui m'a immédiatement alarmée. Derrière elle se tenait son mari Marc, l'air mal à l'aise, évitant mon regard. Et leur fils Lucas, mon petit-fils de 15 ans, semblait au bord des larmes. Entré, ai-je dit d'une voix que j'espérais joyeuse malgré l'angoisse qui commençait à m'étreindre. J'ai préparé ton gâteau préféré. Tout est prêt pour fêter ton anniversaire. Céline est entrée sans un mot, sans même enlever son manteau. Elle a traversé le couloir d'un pas martial, ses talons claquant sur le parquet comme des coups de marteau. Je l'ai suivie, déconcertée, jusqu'à la salle à manger où mon installation festive l'attendait. Marc et Lucas sont restés en retrait, témoins silencieux de ce qui allait se passer. Quand ma fille a vu la table, le gâteau, les bougies, quelque chose s'est brisé en elle. Son visage s'est décomposé, mais pas de joie ou d'émotion tendre. Non, c'était de la rage pure qui déformait ses traits. Tu crois vraiment que tu peux acheter mon pardon avec un gâteau? A-t-elle craché, sa voix tremblante de colère contenue. Tu crois qu'un gâteau au chocolat va effacer 30 ans de mensonges? Je suis restée figée, incapable de comprendre de quoi elle parlait. Des mensonges? Quels mensonges? Mon esprit tournait à vide, cherchant désespérément ce que j'avais pu faire ou dire pour provoquer une telle fureur. Céline a attrapé le présentoir en cristal des deux mains. J'ai vu ses jointures blanchir tant elle serrait fort. Ne fais pas ça, ai-je murmuré, devinant soudain son intention. S'il te plaît, Céline, parle-moi. Dis-moi ce qui ne va pas. Mais elle n'écoutait plus. Avec un cri de rage animale, elle a soulevé le gâteau et l'a jeté violemment par terre. Le cristal s'est fracassé en 1000 éclats. Le gâteau s'est écrasé sur le parquet dans une explosion de chocolat et de crème. Les bougies ont roulé dans tous les sens. Maintenant, a-t-elle dit d'une voix d'acier en me pointant du doigt, mange-le par terre. Vas-y, maman. Montre-moi à quel point tu m'aimes. Mange ton gâteau à 4 pattes comme le chien menteur que tu es. Le monde s'est arrêté de tourner.
Les mots sont restés coincés dans ma gorge. Marc a fait un pas en avant, essayant d'intervenir. Céline, ce n'est pas la bonne façon de gérer ça. Mais elle l'a repoussé violemment. Toi, tu te tais. Tu savais aussi, n'est-ce pas? Vous saviez tous. Sauf moi, la pauvre idiote qui a passé sa vie à vénérer une menteuse. Lucas pleurait maintenant ouvertement, suppliant sa mère d'arrêter. Maman, s'il te plaît, grand-mère ne mérite pas ça. Mais Céline était au-delà de la raison, possédée par une fureur que je ne comprenais toujours pas. Mange-le, a-t-elle répété, sa voix montant dans les aigus. Mange-le ou je sors d'ici et tu ne me reverras plus jamais. Tu ne reverras plus jamais ton petit-fils. C'est ce que tu veux? Mes jambes tremblaient tellement que j'ai dû m'agripper au dossier d'une chaise pour ne pas tomber. Ma bouche était sèche comme du sable. Mon cœur battait si fort que je craignais de faire un malaise. Mais ce qui me terrifiait le plus, c'était de ne pas savoir ce qui avait provoqué cette explosion. Que avais-je fait? Quel secret avait été révélé? Et surtout, comment ma fille chérie, mon unique enfant, pouvait-elle me traiter avec une telle cruauté? Céline, ai-je finalement réussi à articuler, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je t'en prie, explique-moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ta colère? Elle a éclaté d'un rire hystérique qui m'a glacé le sang. Tu ne sais pas? Tu oses me dire que tu ne sais pas? Elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti une enveloppe froissée qu'elle a jetée à mes pieds, parmi les débris du gâteau. Lis ça, a-t-elle ordonné. Lis et rappelle-toi tous tes mensonges. J'ai ramassé l'enveloppe avec des mains tremblantes. Elle portait le logo d'un laboratoire d'analyse médicale. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Non, ai-je pensé. Pas ça. Pas maintenant. Pas comme ça. À l'intérieur se trouvait un document que j'ai parcouru rapidement, mes yeux s'embuant de larmes. C'était un test de paternité. Un test qui confirmait ce que j'avais caché pendant plus de 40 ans. Marc n'était pas simplement le mari de ma fille. Il était aussi son demi-frère. Mon fils. Le fils que j'avais abandonné à sa naissance, celui dont je n'avais jamais parlé à personne, pas même à mon défunt mari Robert. Le secret que j'avais enterré si profondément que j'avais presque réussi à me convaincre moi-même qu'il n'existait pas. Dites-moi de quelle ville vous nous regardez. Votre commentaire compte énormément pour nous. Et si cette histoire vous touche, si vous voulez connaître la suite déchirante de cette révélation qui a détruit une famille entière, abonnez-vous maintenant à notre chaîne. Cliquez sur ce bouton rouge, activez la cloche de notification, parce que l'histoire de Marguerite ne fait que commencer et ce qui va suivre va vous bouleverser encore plus. Nous publions de nouvelles histoires émouvantes chaque semaine et nous avons besoin de vous dans notre communauté. Votre abonnement nous aide à continuer à partager ces récits poignants. Alors n'attendez plus, abonnez-vous maintenant et faites partie de notre famille d'auditeurs passionnés. J'ai 50 ans, ai-je commencé d'une voix brisée, laissant le document tomber de mes mains. J'étais si jeune, Céline. J'avais 20 ans quand je suis tombée enceinte d'un homme qui m'avait promis le mariage et qui a disparu dès qu'il a appris la nouvelle. Ma famille m'a rejetée. C'était une autre époque, tu ne peux pas comprendre la honte, le déshonneur que représentait une grossesse hors mariage. Mes parents m'ont envoyée dans une maison pour filles perdues, comme ils disaient. J'ai accouché seule, terrifiée, et on m'a arraché mon bébé des bras avant même que je puisse le voir correctement. On m'a dit qu'il irait dans une bonne famille, qu'il aurait une vie meilleure que celle que je pouvais lui offrir. On m'a fait signer des papiers que je n'ai même pas lus tant je pleurais. Puis je suis rentrée chez mes parents comme si rien ne s'était passé, et nous n'en avons plus jamais parlé. Céline me regardait avec un mélange de dégoût et d'incrédulité. Et papa? Papa savait? Non, ai-je avoué, les larmes coulant maintenant librement sur mes joues. Ton père ne l'a jamais su. Quand je l'ai rencontré 3 ans plus tard, j'étais une autre personne. J'avais enterré cette partie de moi-même si profondément que j'ai presque réussi à oublier qu'elle avait existé. Robert était si bon, si aimant. Nous nous sommes mariés, et tu es née 2 ans après. Tu es devenue toute ma vie, Céline. La chance de rédemption que je n'espérais plus. Mais tu vois, la vérité a une façon de ressurgir même quand on croit l'avoir tuée. Quand tu nous as présenté Marc il y a 20 ans, j'ai eu un choc. Il ressemblait tellement à l'homme qui m'avait abandonné. Les mêmes yeux, le même sourire.
Mais je me suis dit que c'était impossible, que ma culpabilité me jouait des tourpoints puis un jour, par hasard, j'ai vu le certificat de naissance de Marc que tu avais laissé sur la table. Sa date de naissance, le nom de l'hôpital. C'était le même hôpital, le même jour, la même heure où j'avais accouché de ce fils que je n'avais jamais eu le droit de connaître. Mon monde s'est effondré à cet instant. J'ai compris que le destin m'avait joué le tour le plus cruel qui soit. Mon fils abandonné était tombé amoureux de ma fille, et ils allaient se marier sans savoir qu'ils partageaient le même sang. Le même sang maternel. Ma voix s'est brisée complètement. J'ai dû m'asseoir, mes jambes ne me portant plus. J'aurais dû parler ce jour-là. J'aurais dû tout révéler avant votre mariage. Mais j'étais lâche. J'avais tellement peur. Peur de perdre ta fille. Peur que Robert apprenne la vérité. Peur de détruire ton bonheur. Je me suis convaincue que tant que vous ne saviez pas, tant que vous ne faisiez pas d'enfant, mais nous avons fait un enfant. A hurlé Céline, pointant Lucas qui sanglotait dans un coin. Mon fils. Notre fils. Tu sais ce que ça signifie? Tu sais ce que les médecins nous ont dit quand nous avons découvert la vérité? Lucas a eu de la chance de naître en bonne santé, mais il aurait pu avoir de graves problèmes génétiques. Et nous ne le savions même pas. Nous vivions dans ton mensonge pendant que notre fils grandissait, ignorant du danger. Marc s'est avancé alors, son visage pâle et défait. Je regardais cet homme qui était à la fois mon fils et mon gendre, et la douleur était insoutenable. Marguerite, a-t-il dit doucement, et j'ai entendu dans sa voix la même souffrance que la mienne. J'ai fait des recherches après avoir découvert la vérité. J'ai retrouvé mes dossiers d'adoption. J'ai toujours voulu connaître ma mère biologique. Mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait dans ces circonstances. Nous avons découvert la vérité il y a 6 mois, a continué Céline, sa voix maintenant plate et fatiguée comme si toute la colère l'avait vidée. Lucas avait besoin d'une transfusion sanguine urgente après un accident de voiture. Les tests ont révélé des incohérences dans son groupe sanguin par rapport au nôtre. Les médecins ont recommandé un test de paternité, pensant qu'il y avait peut-être eu une erreur à la maternité. Mais les tests ont révélé quelque chose de bien pire. Ils ont révélé que Marc et moi partagions un lien de parenté. Nous avons d'abord pensé à une erreur de laboratoire. Nous avons refait les tests. Puis encore. Et encore. Jusqu'à ce que nous devions accepter l'impossible. Mon mari était mon frère. Mon fils était le produit d'un inceste involontaire. 6 mois, ai-je murmuré. Vous savez depuis 6 mois? Céline a hoché la tête. 6 mois pendant lesquels nous avons vécu un cauchemar. 6 mois à consulter des avocats, des médecins, des psychologues. 6 mois à essayer de comprendre comment continuer à vivre avec cette vérité. Marc et moi avons décidé de rester ensemble. Nous nous aimons, bon sang. Ce n'est pas notre faute si nous sommes tombés amoureux sans savoir. Mais notre mariage n'est plus légal. Nous vivons dans le mensonge maintenant, exactement comme toi tu nous as fait vivre dans le tien. Et Lucas? Mon pauvre Lucas qui doit vivre avec le fait que ses parents sont aussi frères et sœurs? Comment crois-tu qu'il se sent? Je me suis tournée vers mon petit-fils, ce garçon de 15 ans aux yeux rouges et gonflés. Lucas, mon chéri, ai-je commencé, mais il a reculé comme si j'étais contagieuse. Ne m'appelle pas comme ça, a-t-il dit d'une voix tremblante. Je ne sais même plus qui tu es. Tu es ma grand-mère mais aussi ma grand-mère du côté de papa? Comment c'est possible? Les autres à l'école, s'ils découvrent ça, ma vie est finie. Ces mots étaient des poignards dans mon cœur. Voir la souffrance que mon silence avait causée à cet enfant innocent était pire que tout. J'aurais voulu mourir à cet instant. J'aurais voulu que la terre s'ouvre sous mes pieds et m'avale. Céline a ramassé son sac. Nous partons maintenant, a-t-elle annoncé. Je voulais que tu saches que je sais. Je voulais que tu vois ce que ton mensonge a détruit. C'est pour ça que je suis venue aujourd'hui. Pas pour fêter mon anniversaire, mais pour te faire comprendre que tu as tué notre famille. Tu as tué la mémoire de papa qui est mort sans savoir qu'il vivait avec une menteuse. Tu as empoisonné ma vie, mon mariage, l'enfance de mon fils. Alors oui, je voulais que tu manges ce gâteau par terre comme le chien que tu es, parce que c'est ce que tu mérites. Je me suis levée, mes vieilles jambes tremblant sous mon poids. Attendez,
ai-je supplié. S'il vous plaît, ne partez pas comme ça. Laissez-moi au moins essayer de réparer. Laissez-moi, réparer ? A ricané Céline. Comment vas-tu réparer 42 ans de mensonges ? Comment vas-tu effacer le fait que mon mariage est une mascarade ? Que mon fils est le produit d'un inceste ? Que toute ma vie a été construite sur tes secrets ? Marc a posé une main sur l'épaule de sa femme, de sa sœur. Céline, on doit y aller. Les avocats nous attendent. Nous devons finaliser les documents. Ils sont sortis tous les trois, me laissant seule au milieu des débris de cristal et de gâteaux. La porte s'est refermée derrière eux avec un bruit définitif qui résonne encore dans mes oreilles aujourd'hui. Je suis tombée à genoux, mes mains touchant le chocolat étalé sur le parquet. Les bougies étaient éparpillées autour de moi comme des petites croix blanches dans un cimetière. J'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis ce jour où on m'avait arraché mon bébé des bras 50 ans plus tôt. Les jours qui ont suivi ont été les plus sombres de mon existence. Céline ne répondait pas à mes appels. Mes messages restaient sans réponse. J'ai essayé d'aller chez elle, mais elle avait déménagé sans me dire où. Marc, mon fils que je n'avais jamais eu l'occasion de connaître vraiment, avait lui aussi coupé tous les ponts. Lucas, mon petit-fils, était devenu un fantôme dans ma vie. J'étais seule, vraiment seule pour la première fois depuis des décennies. La maison était silencieuse, remplie uniquement de mes regrets et de mes remords. Je passais mes journées assise dans le fauteuil de Robert, celui où il s'asseyait pour lire le journal, et je me demandais ce qu'il aurait pensé de tout ça. Aurait-il pu me pardonner ? Aurait-il compris pourquoi j'avais gardé ce secret ? Mon mari Robert était mort 5 ans plus tôt d'un cancer. Nous avions été mariés pendant 45 ans. 45 années pendant lesquelles j'avais porté ce secret comme un fardeau invisible, un poids qui écrasait ma poitrine chaque fois que je voyais Marc et Céline ensemble, chaque fois qu'ils s'embrassaient, se tenaient la main, riaient ensemble. J'avais assisté à leur mariage en sachant la vérité. J'avais tenu Lucas dans mes bras à sa naissance en sachant que cet enfant était le produit d'une union qui n'aurait jamais dû exister. J'avais vécu avec cette culpabilité écrasante pendant 2 décennies, me disant que tant qu'ils ne savaient pas, tant qu'ils étaient heureux, mon silence était justifié. Mais je m'étais trompée. Le bonheur construit sur un mensonge n'est qu'une illusion qui finit toujours par se briser. Une semaine après la scène du gâteau, j'ai reçu une lettre recommandée. C'était un document légal m'interdisant de contacter ma fille, son mari et leur fils. Une ordonnance restrictive. Les mots sur le papier étaient froids et impersonnels, mais leur message était clair. Je n'étais plus la bienvenue dans leur vie. J'étais bannie, excommuniée de ma propre famille. Les larmes ont recommencé à couler. J'avais 70 ans et je venais de perdre tout ce qui donnait un sens à mon existence. Mais peut-être, me suis-je dit, était-ce la punition que je méritais. Peut-être que 40 ans de mensonges exigeaient un tel prix. Les semaines se sont transformées en mois. L'hiver est arrivé, recouvrant le monde d'un manteau blanc qui reflétait la froideur de mon cœur. Je continuais à vivre, mécaniquement, par pure habitude. Je me levais, je mangeais sans goût, je regardais la télévision sans vraiment voir. La nuit, je ne dormais plus. Je restais éveillée, fixant le plafond, rejoignant encore et encore les événements de ma vie. Chaque décision, chaque moment où j'aurais pu dire la vérité mais où j'avais choisi le silence. J'ai commencé à écrire une lettre à Céline. Puis une autre. Puis des dizaines. Je les écrivais et les déchirais, incapable de trouver les mots justes pour exprimer mon remords, ma douleur, mon amour désespéré pour elle. Un soir de février, alors que la neige tombait doucement dehors, j'ai reçu un appel. C'était Lucas. Mon cœur a bondi dans ma poitrine en entendant sa voix. Grand-mère ? Sa voix était hésitante, fragile. Oui, mon chéri, c'est moi, ai-je répondu, retenant mes larmes. Je ne devrais pas t'appeler. Maman me tuerait si elle savait. Mais j'avais besoin de te parler. Il a fait une pause, et j'ai entendu sa respiration saccadée au téléphone. Je ne sais plus quoi penser. Je suis tellement en colère contre toi, mais en même temps, tu es ma grand-mère. Tu as toujours été là pour moi. Tu venais à tous mes matchs de foot, tu m'aidais avec mes devoirs, tu me préparais mes gâteaux préférés. Comment tout ça peut-il être faux maintenant ? Rien de tout ça n'était faux, ai-je dit avec ferveur.
Mon amour pour toi a toujours été vrai, Lucas. Mon amour pour ta mère a toujours été vrai. C'est justement parce que je vous aimais tellement que je n'ai pas eu le courage de révéler la vérité. Je sais que c'est inexcusable. Je sais que j'ai tout détruit. Mais mon amour pour vous, ça, au moins, c'était réel. Il a reniflé, et j'ai su qu'il pleurait. Maman et papa vont se séparer. Ils disent qu'ils ne peuvent plus rester ensemble en sachant la vérité. Papa va déménager en Belgique. Il dit qu'il ne peut plus vivre ici, que partout où il va, il voit des gens qui savent, qui jugent. Et moi? Qu'est-ce que je deviens, moi, dans tout ça? Je vais perdre mon père à cause de toi, ces mots étaient comme des lames de rasoir. Chaque syllabe coupait un peu plus profondément. Je n'avais rien à répondre, aucune excuse qui pourrait alléger sa souffrance. Je suis désolée, ai-je murmuré. Je suis tellement désolée, Lucas. Si je pouvais remonter le temps, si je pouvais défaire mes erreurs. Il a raccroché sans un mot de plus. J'ai fixé le téléphone dans ma main, le cœur brisé en 1000 morceaux. Marc partait. Ma fille et mon fils allaient se séparer. Lucas allait être déchiré entre ses deux parents. Et tout ça à cause de mon silence criminel. J'ai hurlé cette nuit-là. Un hurlement primitif de douleur pure qui est sorti du plus profond de mon âme. Un cri qui portait 40 ans de culpabilité, de regret, de mensonge. Le printemps est arrivé, mais il n'a apporté aucun renouveau dans mon cœur. J'ai appris par des connaissances communes que Marc était effectivement parti en Belgique. Céline avait perdu son travail, le stress et la dépression l'ayant rendu incapable de fonctionner normalement. Lucas avait été placé temporairement chez une tante du côté de Robert, ma belle-sœur qui me détestait maintenant autant que le reste de la famille. Toute ma vie était en cendres, et c'était moi qui avais allumé le feu. J'ai commencé à voir une thérapeute, une femme douce nommée Docteur Beaumont qui m'écoutait avec patience alors que je déversais mes décennies de secrets et de regrets. C'est elle qui m'a aidé à comprendre les racines de ma lâcheté. Tu as vécu à une époque où les filles mères étaient des parias, m'a-t-elle expliqué. Tu as été traumatisé par ce qui t'est arrivé à 20 ans. Tu as enterré ce trauma si profondément que tu as passé le reste de ta vie à essayer de le fuir. Quand tu as réalisé que Marc était ton fils, la terreur de revivre ce rejet, cette honte, était si forte que ton cerveau a choisi le déni. C'est un mécanisme de défense, Marguerite. Ça n'excuse pas tes actions, mais ça les explique. J'ai pleuré dans son cabinet, encore et encore. Mais comprendre pourquoi j'avais fait ce que j'avais fait ne rendait pas les conséquences moins dévastatrices. Mes séances avec Docteur Beaumont m'ont au moins aidé à survivre jour après jour, à ne pas sombrer complètement dans le désespoir. En mai, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu une autre lettre, mais celle-ci n'était pas de mes avocats. C'était de Marc. Une longue lettre manuscrite où il me racontait sa vie, son enfance chez ses parents adoptifs qui avaient été aimants mais stricts, sa quête toujours présente de connaître ses origines, ses sentiments confus maintenant qu'il savait la vérité. Il écrivait qu'il ne savait pas s'il pourrait jamais me pardonner, mais qu'il voulait comprendre. Il voulait connaître l'histoire complète, pas seulement les fragments que nous avions tous criés dans la douleur et la colère ce jour de novembre. Il me demandait de lui écrire, de lui raconter tout. Qui était son père biologique? Comment s'était passée ma grossesse? Pourquoi l'avais-je abandonné? Et surtout, comment avais-je pu garder le silence pendant 20 ans? J'ai passé des jours à rédiger ma réponse. Je lui ai tout raconté. Mon premier amour, un homme nommé Philippe qui travaillait comme représentant commercial et qui passait par notre village tous les mois. Comment nous nous étions rencontrés au bal du 14 juillet. Comment il m'avait courtisé avec des promesses de mariage et d'avenir radieux. Comment, après 3 mois de romance secrète, je lui avais annoncé que j'étais enceinte. Et comment il avait disparu le lendemain sans laisser de traces. J'ai décrit la honte de mes parents quand ils ont découvert ma grossesse. Les regards de mépris dans le village. L'isolement dans cette maison pour filles perdues où j'ai passé les derniers mois de ma grossesse, entourée d'autres jeunes femmes brisées comme moi. J'ai raconté l'accouchement, long et douloureux, sans personne pour me tenir la main. Comment j'avais imploré de pouvoir tenir mon bébé, juste une fois, mais comment les religieuses qui dirigeaient l'établissement avaient refusé, disant que ça rendrait la séparation encore plus difficile. Je me souvenais seulement de ces cris, ces premiers cris vigoureux qui m'avaient dit que mon fils était vivant et en bonne santé.
puis on me l'avait enlevé et je ne l'avais plus jamais revu. Jusqu'à ce jour où ma fille l'avait ramené à la maison comme son fiancé. J'ai expliqué la paralysie qui m'avait saisie à ce moment-là. Comment j'avais voulu parler mais comment les mots s'étaient étouffés dans ma gorge, bloqués par la terreur. J'avais eu si peur de perdre Céline, si peur que Robert découvre mon passé, si peur de détruire le bonheur de ma fille qui rayonnait d'amour pour cet homme. Alors j'avais choisi le silence. Jour après jour, semaine après semaine, année après année, j'avais laissé le mensonge s'enraciner plus profondément jusqu'à ce qu'il devienne impossible à déterrer sans tout détruire. Marc m'a répondu. Nous avons commencé une correspondance par lettres, étrangement formelle et douloureuse mais nécessaire. Il me posait des questions et j'y répondais avec une honnêteté brutale que je ne m'étais jamais permise auparavant. Petit à petit, au fil des lettres, quelque chose a commencé à se construire entre nous. Pas du pardon, pas encore, mais peut-être une compréhension. Il m'a raconté sa vie d'enfant adopté, les questions sans réponse qu'il avait hanté toute son existence. Comment il s'était toujours senti incomplet, comme s'il lui manquait une pièce essentielle de son identité. Et maintenant qu'il avait trouvé cette pièce, elle venait avec un prix si élevé qu'il ne savait pas s'il pouvait le payer. En juillet, presque 9 mois après la scène du gâteau, Marc est revenu en France. Il m'a appelé et m'a demandé si nous pouvions nous rencontrer. Mon cœur battait si fort quand je l'ai vu entrer dans ce café où nous avions rendez-vous. Il avait maigri, ses traits étaient tirés, des cernes sombres marquaient ses yeux. Nous nous sommes assis face à face, deux étrangers qui partageaient le même sang, liés par une tragédie qui aurait pu être évitée. « Bonjour Marguerite », a-t-il dit, et j'ai remarqué qu'il ne m'appelait plus maman, ce terme qui avait toujours été réservé à Céline dans notre étrange configuration familiale. « Bonjour Marc », ai-je répondu, ma voix tremblante. Nous avons parlé pendant des heures. Il m'a raconté comment sa vie s'était effondrée depuis la révélation. Comment il avait quitté Céline non pas par manque d'amour, mais parce qu'ils ne pouvaient plus continuer à vivre ensemble en sachant la vérité. Leur amour était toujours là, intact et douloureux, mais impossible maintenant. Comment pouvaient-ils s'embrasser en sachant qu'ils partageaient une mère ? Comment pouvaient-ils dormir ensemble en sachant que leur union était techniquement incestueuse ? L'amour seul ne suffisait pas à surmonter cette réalité. Il m'a dit qu'il voyait un thérapeute 3 fois par semaine, que certains jours il ne pouvait même pas sortir du lit, écrasé par le poids de cette vérité. Et Céline ? Ai-je osé demander. Comment va-t-elle ? Marc a secoué la tête tristement. Elle est dévastée. Elle a perdu son travail, comme tu le sais probablement. Elle dort à peine. Elle fait des cauchemars où elle revit notre mariage, notre nuit de noces, la naissance de Lucas, mais dans ses rêves tout est déformé et horrible parce qu'elle sait maintenant ce que nous sommes l'un pour l'autre. Elle me déteste, Marguerite. Elle te déteste encore plus. Elle dit qu'elle ne pourra jamais te pardonner, que tu as empoisonné toute son existence. J'ai fermé les yeux, laissant la douleur me traverser. Je sais, ai-je murmuré. Je sais qu'elle ne me pardonnera jamais. Je ne me pardonne pas moi-même. Marc m'a regardé longtemps avant de parler à nouveau. Tu sais ce qui est le plus cruel dans tout ça ? C'est que je t'ai toujours aimée comme belle-mère. Tu as toujours été gentille avec moi, accueillante. Tu te souviens quand je t'aidais dans ton jardin ? Quand nous parlions de littérature pendant que Céline préparait le dîner ? Ces moments étaient réels pour moi. Et maintenant je me demande si tu pensais à moi comme à ton fils pendant ces moments, ou si tu arrivais vraiment à te convaincre que j'étais juste ton gendre. Les deux, ai-je admis. Je pensais aux deux en même temps. C'était comme vivre dans deux réalités simultanées. Une partie de moi te voyait comme le mari de ma fille, l'autre partie reconnaissait l'enfant que j'avais perdu. Nous nous sommes revus plusieurs fois après cela. Marc semblait avoir besoin de ces rencontres, comme s'il essayait de reconstituer son identité fracturée en comprenant d'où il venait vraiment. Je lui ai montré de vieilles photos de ma jeunesse, de mes parents, de mes grands-parents. Il regardait ces images avec une avidité douloureuse, découvrant enfin son arbre généalogique. Il ressemblait tellement à mon père, son grand-père qu'il n'avait jamais connu. Les mêmes pommettes hautes, le même front large, le même sourire asymétrique. Je voyais Marc examiner ces ressemblances avec un mélange de fascination et de douleur. C'était l'héritage qu'il avait toujours cherché, mais qui venait avec un fardeau insupportable. Un jour doux, Marc m'a surprise. Il m'a dit que Lucas voulait me voir.
Mon petit-fils, que je n'avais pas vu depuis 9 mois, voulait me parler. Mon cœur s'est mis à battre follement. Vraiment? Céline le sait? Marc a secoué la tête. Non, et elle ne doit pas le savoir. Lucas a 16 ans maintenant, il peut prendre ses propres décisions. Mais si Céline découvre qu'il t'a vu, ça va créer encore plus de problèmes. Nous avons organisé une rencontre secrète dans un parc, loin de là où Céline pourrait nous voir. Quand j'ai vu Lucas s'approcher, j'ai eu envie de courir vers lui et de le serrer dans mes bras, mais je me suis retenue. Il avait tellement grandi en 9 mois. Il était presque un homme maintenant, avec une ombre de barbe sur son menton et une nouvelle gravité dans ses yeux. Grand-mère, a-t-il dit simplement en s'asseyant à côté de moi sur le banc. Lucas, mon chéri, ai-je répondu, ma voix se brisant. Comment vas-tu? Il a haussé les épaules. Comment tu crois que je vais? Mes parents sont séparés. Mon père vit dans un autre pays. Ma mère pleure tous les jours. Les gens à l'école ont découvert notre histoire, je ne sais pas comment. Ils me regardent comme si j'étais un monstre. Certains m'appellent le fils de l'inceste dans mon dos. J'ai dû changer de lycée 2 fois. Alors non, je ne vais pas bien. Mais je voulais te voir parce que j'ai besoin de comprendre. Comment ma vie est devenue cet enfer? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à lui raconter mon histoire, la même que j'avais racontée à Marc, mais adaptée pour ce jeune homme qui essayait de donner un sens au chaos de son existence. Et elle m'a écouté sans m'interrompre, son visage passant par toute une gamme d'émotions. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux longtemps. Puis il a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur encore plus. Tu sais ce qui est drôle? Si tu avais parlé il y a 20 ans, avant que maman et papa se marient, ils auraient été blessés mais ils auraient pu tourner la page. Ils auraient trouvé d'autres personnes, eu d'autres vies. Mais moi, je n'existerais pas. Alors une partie de moi te hait pour ce que tu as fait, mais une autre partie comprend que si tu avais été courageuse, je ne serais jamais née. C'est tordu, non? Mon existence dépendait de ton mensonge. Ces mots contenaient une vérité si profonde et si déchirante que je n'ai pu que hocher la tête. Lucas a continué à me voir en secret pendant les mois suivants. Ces rencontres clandestines étaient à la fois une bénédiction et une torture. J'étais reconnaissante de pouvoir garder un lien avec mon petit-fils, mais je détestais qu'il doive mentir à sa mère pour me voir. Céline, pendant ce temps, était devenue une ombre d'elle-même selon ce que Marc me racontait. Elle avait sombré dans une dépression profonde, refusant de sortir de chez elle, coupant les ponts avec tous ses amis. Elle avait développé une agoraphobie sévère, terrorisée à l'idée que les gens la regardent et sachent son secret. Elle était devenue prisonnière de sa propre maison, tout comme j'étais prisonnière de ma culpabilité. En septembre, j'ai reçu un appel qui a tout changé. C'était le docteur Moreau, le médecin de Céline. Madame Dubois, a-t-il dit gravement, j'appelle parce que votre fille a tenté de mettre fin à ses jours hier soir. Elle est à l'hôpital, dans un état stable mais critique. Le monde s'est arrêté. Ma fille, mon unique enfant, avait essayé de se suicider. J'ai demandé quelle chambre, quel hôpital, mais le docteur Moreau m'a arrêté. Elle ne veut pas vous voir, madame. Elle a été très claire sur ce point. Mais j'ai pensé que vous deviez savoir. En tant que médecin, je ne peux pas vous empêcher de venir, mais je vous préviens qu'elle a demandé à la sécurité de vous interdire l'accès à sa chambre. Malgré cet avertissement, je suis allée à l'hôpital. J'ai attendu dans le hall pendant des heures, espérant apercevoir quelqu'un qui pourrait me donner des nouvelles. Finalement, j'ai vu Marc arriver avec Lucas. Ils m'ont vu et Marc s'est approché. Elle a avalé tous ses somnifères, m'a-t-il dit sans préambule. Lucas l'a trouvée à temps, heureusement. Ils lui ont fait un lavage d'estomac. Physiquement, elle va s'en sortir. Mais mentalement, il a secoué la tête. Elle dit qu'elle ne peut plus vivre avec cette douleur, que chaque jour est une torture. Elle a laissé une lettre. Une lettre qui t'était adressée. Il m'a tendu une enveloppe froissée que j'ai prise avec des mains tremblantes. Je l'ai ouverte là, dans ce couloir d'hôpital stérile, et j'ai lu les mots de ma fille. Maman, si tu lis ceci, c'est que je suis morte. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de me réveiller chaque matin avec cette vérité qui m'écrase. Je n'en peux plus de regarder Marc et de voir à la fois l'homme que j'aime et le frère que je n'aurais jamais dû avoir.
Je n'en peux plus de regarder Lucas et de me demander quel problème génétique pourrait se manifester plus tard à cause de notre union. Je n'en peux plus de vivre dans ta trahison. Tu m'as volé ma vie, maman. Tu m'as volé mon mariage, ma famille, mon identité. Qui suis-je maintenant? La femme qui a épousé son frère? La mère d'un enfant né d'un inceste involontaire? Je ne sais plus. Je ne sais plus qui je suis. Et je ne veux plus essayer de le découvrir. Je suis fatiguée. Si fatiguée. Je veux juste que ça s'arrête. J'espère que tu pourras vivre avec ça. Que tu pourras vivre en sachant que ton mensonge m'a tué. Parce que moi, je ne peux plus vivre avec. Les larmes ont inondé mon visage. Ma fille avait voulu mourir. À cause de moi. À cause de mon silence criminel. J'ai regardé Marc et Lucas, ces deux personnes que j'aimais tant et que j'avais tant blessées. Je veux la voir, ai-je dit. Je dois la voir. Marc a hésité, puis a hoché la tête. Viens. Mais prépare-toi. Elle ne va pas bien. Nous sommes montés au 3e étage, au service psychiatrique. Une infirmière nous a arrêtés avant d'entrer. Elle a été très claire, elle ne veut voir personne d'autre que son fils et son mari. Mais Marc a insisté. C'est sa mère. Elle a le droit de la voir. L'infirmière a finalement cédé, mais elle m'a averti que si Céline devenait agitée, on me demanderait de partir immédiatement. J'ai poussé la porte de la chambre, mon cœur battant si fort que je pouvais à peine respirer. Céline était allongée dans le lit, pâle comme un fantôme, des tubes et des moniteurs attachés à elle. Ses yeux étaient fermés. Je me suis approchée lentement, terrifiée qu'elle se réveille et me rejette, mais incapable de rester loin d'elle. Ma fille. Mon bébé. Celle que j'avais portée pendant 9 mois, que j'avais bercée, nourrie, aimée de tout mon être. La voir ainsi, brisée et fragile, était pire que n'importe quelle torture. J'ai tendu une main tremblante et j'ai touché la sienne. Elle était froide. Céline, ai-je murmuré. Mon amour. Ma chérie. Pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Ses yeux se sont ouverts lentement. Quand elle m'a vu, quelque chose s'est éteint dans son regard. Sors, a-t-elle dit d'une voix rauque et épuisée. Sors d'ici. Je ne veux pas te voir. Non, ai-je répondu, surprenant même moi-même par la fermeté de ma voix. Non, je ne partirai pas. Pas avant de t'avoir dit ce que j'ai à dire. Tu peux me détester. Tu as le droit de me détester. Mais tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit de laisser mon erreur détruire ta vie. Elle a éclaté d'un rire amer qui s'est transformé en sanglots. Détruire ma vie? Elle est déjà détruite. Ma vie entière était un mensonge. Alors oui, j'ai le droit d'abandonner si je veux. J'ai pris sa main fermement, refusant de la lâcher même quand elle a essayé de se dégager. Tu as un fils qui a besoin de toi, ai-je dit avec intensité. Un fils de 16 ans qui t'aime plus que tout au monde. Lucas n'a rien fait pour mériter tout ça. Il est innocent dans cette histoire. Tu veux qu'il grandisse en sachant que sa mère l'a abandonné? Qu'elle a choisi la mort plutôt que de se battre pour lui? Céline pleurait maintenant, de grosses larmes roulant sur ses joues creuses. Je ne sais pas comment me battre, a-t-elle sangloté. Je ne sais pas comment continuer. Chaque jour est une montagne impossible à gravir. Les souvenirs me hantent. Je vois Marc et moi le jour de notre mariage, si heureux, si ignorants. Je nous vois dans notre première maison, en train de peindre les murs de la chambre de bébé. Je nous vois avec Lucas nouveau-né, émerveillé par ce petit miracle. Et maintenant tous ces souvenirs sont contaminés, empoisonnés par la vérité. Je comprends, ai-je dit doucement. Je comprends cette douleur parce que je l'ai vécue aussi. Pendant 50 ans, j'ai porté le poids de mon secret. Pendant 50 ans, j'ai vécu avec cette culpabilité qui me rongeait de l'intérieur. Et tu sais ce qui est le plus tragique? C'est que mon silence était censé vous protéger, toi et Marc. Je pensais qu'en gardant le secret, je vous épargnais cette douleur. Mais tout ce que j'ai réussi à faire, c'est la retarder et l'amplifier. J'ai transformé une erreur en tragédie. Et maintenant, je dois vivre avec les conséquences. Mais toi, tu n'as rien fait de mal. Tu es tombée amoureuse.
C'est tout. L'amour n'est jamais une erreur, même quand les circonstances le rendent impossible. Marc et Lucas sont entrés dans la chambre à ce moment-là. Lucas s'est précipité vers sa mère, la serrant dans ses bras. Maman, ne nous laisse pas. S'il te plaît. Je ne peux pas te perdre. J'ai besoin de toi. Céline l'a serré contre elle, pleurant dans ses cheveux. Je suis désolée, mon bébé. Je suis tellement désolée. Tu n'aurais jamais dû me trouver comme ça. Marc s'est approché de l'autre côté du lit. Céline, a-t-il dit doucement, nous allons traverser ça. Je ne sais pas comment, mais nous allons le faire. Nous sommes victimes des circonstances, tous les deux. Nous ne sommes pas responsables de ce qui s'est passé. Nous étions deux personnes qui sont tombées amoureuses, c'est tout. Le fait que nous partagions une mère ne change rien à l'authenticité de cet amour. Mais nous ne pouvons plus être ensemble, a sangloté Céline. Comment pourrions-nous ? Marc a hoché tristement la tête. Non, nous ne pouvons plus être mari et femme. Mais nous pouvons être des amis, des coparents. Nous pouvons choisir comment cette histoire se termine, Céline. Marguerite a choisi le silence et regarde où ça nous a menés. Nous pouvons choisir différemment. Nous pouvons choisir la vérité, aussi douloureuse soit-elle, et construire quelque chose de nouveau à partir de ces ruines. J'ai regardé Marc avec une reconnaissance immense. Malgré tout ce qu'il avait enduré, il était là, offrant de l'espoir à la femme qu'il aimait, qui était aussi sa sœur. Il était plus fort que je ne l'avais jamais été. Céline est restée à l'hôpital pendant 6 semaines. Elle a suivi une thérapie intensive, pris des médicaments, participé à des groupes de soutien. Marc et Lucas lui rendaient visite tous les jours. Moi, je venais le matin très tôt, avant que les autres arrivent, et je restais assise à côté d'elle, souvent sans parler, juste présente. Lentement, très lentement, j'ai vu ma fille commencer à guérir. Ce n'était pas une guérison complète, peut-être ne le serait-elle jamais, mais c'était un début. Elle a commencé à accepter que ce qui était arrivé n'était pas sa faute. Que tomber amoureuse de Marc n'était pas un péché. Que leur histoire, aussi tragique soit-elle, contenait aussi de belles choses, de vrais moments d'amour et de joie. Un jour, alors que je m'apprêtais à partir après ma visite matinale, Céline m'a arrêtée. Maman, attends. Je me suis retournée, surprise. C'était la première fois qu'elle m'appelait maman depuis ce jour terrible de novembre. Oui. Elle m'a regardé longuement, son visage montrant la bataille intérieure qu'elle menait. Je ne sais pas si je pourrai te pardonner un jour. Honnêtement, je ne le sais vraiment pas. Ce que tu as fait est impardonnable. Mais, elle a pris une profonde inspiration, mais je comprends maintenant que garder cette haine en moi ne fait que me détruire davantage. Alors je vais essayer. Je ne promets rien, mais je vais essayer de lâcher prise. Pour Lucas. Pour moi. Pas pour toi. Je veux que tu comprennes ça. C'est pour moi que je fais ce choix. Je comprends, ai-je dit, les larmes coulant librement sur mes joues. Et c'est plus que ce que je mérite. Merci, Céline. Merci de me donner cette chance. Elle a détourné le regard. Ne me remercie pas. Je ne suis pas sûre de ce que ça signifie pour nous. Peut-être que nous ne serons plus jamais proches comme avant. Probablement pas, en fait. Mais peut-être qu'avec le temps, nous pourrons au moins être dans la même pièce sans que je veuille hurler. C'était un petit progrès, mais c'était quelque chose. C'était plus que ce que j'avais osé espérer. Quand Céline est sortie de l'hôpital en octobre, presque un an après cette scène du gâteau qui avait tout déclenché, les choses étaient différentes. Marc avait trouvé un appartement pas loin, pour être proche de Lucas. Ils avaient entamé une procédure d'annulation de mariage, un processus long et compliqué qui nécessitait des avocats spécialisés et beaucoup de paperasse. Mais ils le faisaient ensemble, d'un commun accord. Lucas voyait un thérapeute 2 fois par semaine et commençait lentement à accepter sa situation. Il avait trouvé un groupe de soutien en ligne pour les enfants nés de relations incestueuses involontaires, et découvrir qu'il n'était pas seul dans cette situation l'avait beaucoup aidé. Céline avait commencé à suivre des cours en ligne, envisageant de reprendre ses études, de se créer une nouvelle identité professionnelle. Et moi ? J'étais toujours là, en périphérie de leur vie, acceptée mais pas vraiment incluse, tolérée mais pas pardonnée. C'est aujourd'hui mon anniversaire. J'ai 70 ans.
Il y a un an exactement, ma fille a jeté mon gâteau par terre et m'a dit de le manger comme un chien. Aujourd'hui, je suis assise seule dans ma cuisine, mais cette fois je n'ai pas préparé de gâteau. À la place, j'ai écrit cette histoire. Toute mon histoire, sans rien cacher, sans rien embellir. Parce que c'est la seule chose que je peux offrir maintenant, la vérité complète et brutale. Mon téléphone a sonné il y a 1 heure. C'était Lucas. Joyeux anniversaire grand-mère, a-t-il dit simplement. Maman m'a demandé de t'appeler. Elle ne se sent pas encore prête à te parler directement, mais elle voulait que tu saches qu'elle pense à toi aujourd'hui. Mon cœur s'est serré. Dis-lui merci. Dis-lui que je pense à elle aussi, tous les jours. Papa va bien, a continué Lucas. Il a rencontré quelqu'un en Belgique. Une femme gentille qui connaît toute l'histoire et qui l'accepte quand même. Il est prudent, il prend son temps, mais il essaie de reconstruire sa vie. Et maman aussi. Elle est sortie de la maison hier, juste pour aller au marché, mais c'est un grand pas. Elle voit toujours son thérapeute et elle prend ses médicaments. Elle va mieux. Lentement, mais elle va mieux. J'ai fermé les yeux, reconnaissante pour ces nouvelles. Et toi, Lucas? Comment vas-tu? Il a ri doucement. Certains jours sont meilleurs que d'autres. Mais je commence à comprendre que ce qui nous est arrivé ne me définit pas. Je suis plus que les circonstances de ma naissance. Je suis Lucas. J'aime le foot, les jeux vidéo et les films d'horreur. J'ai des amis qui me soutiennent et qui ne me jugent pas. Et j'ai une famille bizarre et cassée, mais qui m'aime quand même. C'est pas parfait, mais c'est merveilleux. Sa sagesse, à seulement 16 ans, m'a rempli d'une fierté mêlée de tristesse. Tu es extraordinaire, Lucas. Tu es plus fort et plus sage que je ne le serai jamais. Après avoir raccroché, je me suis assise à ma table de cuisine, celle où j'avais préparé tant de repas, tant de gâteaux d'anniversaire au fil des années. Je pense à toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie, bonnes et mauvaises. Je pense à cette jeune fille de 20 ans, terrifiée et seule, qui a abandonné son bébé. Je pense à la femme que je suis devenue, qui a épousé un homme bon et a eu une fille merveilleuse. Je pense à tous les moments où j'aurais pu choisir le courage mais où j'ai choisi la lâcheté. Et je pense à ce que coûte le silence. Mon histoire n'a pas de fin heureuse. Il n'y a pas de réconciliation magique, pas de pardon instantané qui efface 40 ans de mensonges. Mais il y a de l'espoir. L'espoir que Céline continuera à guérir. L'espoir que Marc trouvera le bonheur qu'il mérite. L'espoir que Lucas grandira pour devenir un homme bon malgré le fardeau de ses origines. L'espoir que peut-être, un jour, dans des années, nous pourrons nous asseoir à une table ensemble et partager un repas sans que le poids du passé ne nous écrase. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose. Et pour l'instant, cela doit suffire. J'ai appris que la rédemption n'est pas un événement unique mais un processus long et douloureux. J'ai appris que certaines erreurs ne peuvent jamais être complètement réparées, seulement acceptées et dépassées. J'ai appris que l'amour, même brisé et déformé, peut survivre si on lui donne l'espace pour se transformer. Et si je pouvais parler à cette jeune femme de 20 ans que j'étais, je lui dirais de ne pas avoir peur. Je lui dirais que garder son bébé sera difficile mais pas impossible. Je lui dirais que le jugement des autres est temporaire mais que le regret dure toute une vie. Je lui dirais d'être courageuse, de choisir la vérité même quand elle fait mal. Mais je ne peux pas remonter le temps. Je ne peux que vivre avec les conséquences de mes choix et essayer de faire mieux maintenant. C'est tout ce qui nous reste à tous, finalement. La possibilité de faire mieux aujourd'hui qu'hier. De choisir l'honnêteté plutôt que le mensonge. De choisir le courage plutôt que la peur. De choisir la guérison plutôt que la destruction. Ce soir, je vais allumer une bougie, une seule, pour mes 70 ans. Je vais faire un vœu, pas pour moi mais pour eux. Pour Céline, Marc et Lucas. Je vais souhaiter qu'ils trouvent la paix, qu'ils trouvent un moyen de vivre avec cette vérité qui les a tous brisés. Je vais souhaiter que le temps, ce grand guérisseur, adoucisse leurs blessures. Et peut-être, juste peut-être, je vais souhaiter qu'un jour ils puissent penser à moi sans ressentir uniquement de la douleur. Pas du pardon nécessairement, mais au moins de la compréhension. La compréhension que j'étais une femme imparfaite qui a fait des choix terribles par peur et par amour, ces deux forces qui peuvent nous pousser aux plus grandes noblesses comme aux plus grandes lâchetés. Ma fille a jeté par terre le gâteau d'anniversaire que j'avais fait pour elle.
Elle ne savait pas encore que ce serait notre dernier anniversaire ensemble de cette façon-là. Mais peut-être pas notre dernier anniversaire tout court. Peut-être qu'avec le temps, nous trouverons une nouvelle façon d'être mère et fille, une façon construite sur la vérité plutôt que sur le mensonge, sur l'acceptation plutôt que sur l'illusion. Ce ne sera jamais ce que c'était avant, cette relation innocente et aimante que nous partagions. Mais ce sera peut-être quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort parce que forgé dans la douleur et la survie. C'est ce que j'ose espérer en soufflant ma bougie solitaire dans cette maison trop grande et trop silencieuse. C'est ce qui me permet de me lever chaque matin et de continuer à avancer, un pas à la fois, vers un avenir incertain mais possible. Si mon histoire peut servir de leçon à quelqu'un, que ce soit celle-ci, la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours préférable au mensonge. Toujours. Parce que les mensonges, même sonnés des meilleures intentions, finissent toujours par exploser et détruire tout sur leur passage. Alors parlez. Soyez courageux. Affrontez la vérité de face, même quand elle vous terrifie. Parce que vivre dans le mensonge n'est pas vraiment vivre. C'est exister dans les ombres, hanté par ce qui pourrait être révélé à tout moment. Les mois ont continué à défiler après mon 70e anniversaire. L'hiver est revenu, puis le printemps encore une fois. La vie continuait son cours inexorable, indifférente à nos drames humains. J'ai maintenu mes séances avec Dr Beaumont, qui m'aidait à naviguer dans les eaux troubles de ma culpabilité et de mon désir de rédemption. Elle m'a aidé à comprendre que je ne pouvais pas forcer le pardon, que tout ce que je pouvais faire était de vivre chaque jour avec intégrité et d'être disponible si ma famille avait besoin de moi. C'était une leçon difficile à accepter pour quelqu'un qui avait passé sa vie à essayer de contrôler les récits et de cacher les vérités inconfortables. Marc a continué à m'écrire de Belgique. Ses lettres sont devenues moins formelles avec le temps, plus personnelles. Il me racontait sa nouvelle relation avec Sylvie, une professeure de littérature qui avait elle-même un passé compliqué et qui comprenait les cicatrices que nous portons tous. Il me disait comment elle l'avait aidé à voir qu'il n'était pas défini par les circonstances de sa naissance ou par cette tragédie qui avait détruit son mariage. « Marguerite, m'a-t-il écrit un jour, je commence à comprendre que tu n'es pas un monstre. Tu étais juste une femme terrifiée qui a fait de mauvais choix. Ça ne rend pas tes actions acceptables, mais ça les rend humaines. Et peut-être qu'avec le temps, je pourrai voir en toi non seulement la femme qui a causé tant de douleur, mais aussi la mère qui m'a donné la vie et qui, à sa façon tordue, a essayé de me protéger. » Ces mots m'ont fait pleurer pendant des heures, des larmes de soulagement mêlées de chagrin. Marc trouvait son chemin vers le pardon, pas pour moi mais pour lui-même. Il comprenait que porter la haine et la rancune ne faisait que prolonger sa souffrance. C'était une sagesse que j'aurais aimé posséder 40 ans plus tôt. J'ai commencé à lui envoyer des colis. Des petites choses, rien d'ostentatoire. Des livres que je pensais qu'il aimerait, des photos de famille de ses grands-parents qu'il n'avait jamais connus, des recettes de plats traditionnels de notre région. C'était ma façon de construire un pont entre nous, un pont fait de petits gestes et de patience. Parfois il répondait avec enthousiasme, d'autres fois je n'avais pas de nouvelles pendant des semaines. J'apprenais à respecter son rythme, ses besoins d'espace. Céline progressait aussi, mais plus lentement. Elle avait repris des cours de comptabilité en ligne et envisageait de chercher un nouveau travail. Elle sortait de plus en plus souvent de chez elle, affrontant ses peurs petit à petit. Lucas me tenait au courant de ses progrès lors de nos appels hebdomadaires qui étaient devenus un rituel sacré pour moi. Certains jours, me disait-il, elle était presque comme avant. Elle riait, elle cuisinait, elle s'intéressait au monde qui l'entourait. D'autres jours, elle ne quittait pas son lit, submergée par des vagues de dépression qui la terrassaient sans prévenir. Mais les bons jours devenaient de plus en plus nombreux que les mauvais. C'était tout ce qu'on pouvait demander. Un jour de mai, presque 18 mois après la révélation, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Céline. Sa voix au téléphone m'a presque fait tomber de ma chaise. « Maman », a-t-elle dit, et ce simple mot a fait exploser mon cœur dans ma poitrine. « Céline », ai-je soufflé. « Comment vas-tu » Il y a eu un long silence, puis elle a dit, « Je ne sais pas vraiment. Certains jours je vais bien, d'autres jours je vais mal. Mais j'ai réalisé quelque chose récemment. Ma thérapeute me l'a fait comprendre. En te haïssant, en refusant de te parler, je te donne encore du pouvoir sur ma vie. Je te permets de continuer à me contrôler, même à distance. Et je ne veux plus ça.
Je veux reprendre le contrôle de ma propre vie. Elle a pris une grande inspiration avant de continuer. Alors j'ai décidé que je vais essayer de te parler à nouveau. Pas beaucoup au début. Peut-être juste un appel par mois. Mais c'est un début. Je ne dis pas que je te pardonne. Je ne sais pas si je pourrai jamais vraiment te pardonner. Mais je peux essayer de lâcher prise sur la colère qui me consume. Pour moi, pas pour toi. Pour ma propre santé mentale et pour Lucas qui a besoin de voir que la guérison est possible. Merci, ai-je dit, ma voix brisée par l'émotion. Merci de me donner cette chance. Je sais que je ne la mérite pas. Tu as raison, tu ne la mérites pas, a-t-elle répondu avec une franchise brutale. Mais je le fais quand même. Parce que c'est ce dont j'ai besoin pour avancer. Nos conversations mensuelles ont commencé de façon maladroite et tendue. Nous parlions de choses superficielles, de la météo, des nouvelles, de sujets neutres qui ne risquaient pas de rouvrir les plaies encore fraîches. Mais lentement, très lentement, nous avons commencé à aborder des sujets plus personnels. Céline me parlait de ses cours, de ses projets professionnels. Je lui parlais de mon jardin, des livres que je lisais, des films que je regardais. C'était bizarre et artificiel au début, comme deux étrangères qui essayaient de se connaître. Mais c'était quelque chose. C'était mieux que le silence absolu qui avait régné pendant plus d'1 an. Un jour, elle m'a même demandé conseil sur une question de comptabilité, un petit geste qui m'a fait comprendre qu'elle commençait à me voir à nouveau comme sa mère, pas seulement comme la femme qui avait détruit sa vie. Lucas a eu 17 ans. Il avait grandi, mûri bien au-delà de son âge à cause de tout ce qu'il avait traversé. Il m'a invité à son anniversaire, une petite fête dans un restaurant avec quelques amis proches et sa famille. Céline serait là. Marc viendrait de Belgique avec Sylvie. C'était la première fois que nous allions tous être réunis depuis ce jour terrible. J'étais terrifiée. Je ne savais pas comment me comporter, quoi dire, où me mettre. Mais Lucas avait insisté. Grand-mère, m'avait-il dit, tu fais partie de cette famille, aussi compliquée soit-elle. Tu dois être là. Je veux que tu sois là. Alors j'y suis allée, mes mains tremblant tellement que j'ai dû les serrer l'une contre l'autre pour les empêcher de montrer ma nervosité. Quand je suis entrée dans le restaurant, ils étaient déjà tous là. Marc m'a vu en premier et s'est levé pour me saluer. Marguerite, a-t-il dit en m'embrassant sur les 2 joues. Je suis content que tu sois venue. Sylvie, une femme aux cheveux châtains et aux yeux doux, m'a serré la main chaleureusement. J'ai beaucoup entendu parler de vous, a-t-elle dit avec un sourire gentil. Je sais que les circonstances sont difficiles, mais je suis heureuse de vous rencontrer. Puis j'ai vu Céline. Elle était assise au bout de la table, Lucas à côté d'elle. Quand nos regards se sont croisés, j'ai vu tant d'émotions traverser son visage que je ne pouvais pas toutes les identifier. De la douleur, certainement. De la colère, peut-être. Mais aussi quelque chose qui ressemblait à de la résignation, ou peut-être à une forme d'acceptation. Bonjour maman, a-t-elle dit simplement. Viens t'asseoir. J'ai pris place à l'autre bout de la table, aussi loin d'elle que possible pour ne pas envahir son espace. Le repas a été étrange mais pas désastreux. Nous avons parlé de choses et d'autres, évitant soigneusement tous les sujets sensibles. Lucas a raconté des histoires drôles de l'école, Marc a parlé de son nouveau travail en Belgique, Sylvie a partagé des anecdotes amusantes sur ses élèves. Céline était silencieuse la plupart du temps, mais elle souriait parfois, de petits sourires fragiles qui me réchauffaient le cœur. Quand le gâteau est arrivé, Lucas a insisté pour que je l'aide à souffler les bougies. Viens, grand-mère. Tu faisais toujours ça avant. J'ai hésité, regardant Céline pour voir sa réaction. Elle a hoché la tête presque imperceptiblement. Je me suis levée et j'ai rejoint Lucas. Ensemble, nous avons soufflé les 17 bougies. L'ironie n'a échappé à personne. 1 an plus tôt, un gâteau avait symbolisé la destruction de notre famille. Maintenant, un autre gâteau marquait peut-être le début de sa reconstruction, aussi fragile et incertaine soit-elle. Après le repas, alors que nous nous préparions à partir, Céline s'est approchée de moi. Nous devons parler, a-t-elle dit doucement. Vraiment parler. Pas juste des conversations superficielles au téléphone. J'ai accepté avec empressement, mon cœur battant d'espoir et de peur. Nous avons fixé une date, 1 semaine plus tard, chez elle.
7 jours pendant lesquels je n'ai pratiquement pas dormi, répétant dans ma tête tout ce que je voulais dire, toutes les excuses que je voulais présenter. Quand le jour est arrivé, je me suis rendue chez Céline avec un bouquet de roses de mon jardin, les mêmes fleurs que j'avais cueillies pour cet anniversaire fatal il y a maintenant presque 2 ans. Elle m'a fait entrer dans son salon, un espace que je ne connaissais pas puisqu'elle avait déménagé depuis notre rupture. Nous nous sommes assises face à face, une table basse entre nous comme un fossé que nous devions apprendre à franchir. J'ai commencé à parler, mais elle m'a arrêtée. Non, a-t-elle dit. Laisse-moi parler d'abord. J'ai besoin de dire certaines choses. J'ai hoché la tête et je me suis tue, lui donnant l'espace dont elle avait besoin. Pendant presque 2 ans, a-t-elle commencé, j'ai vécu dans la colère et la haine. J'ai repassé chaque moment de ma vie, chaque interaction avec toi et Marc, et je les ai tous vus à travers le prisme de ta trahison. J'ai analysé chaque sourire que tu nous adressais et je me suis demandé si tu pensais à ton secret. Chaque fois que tu me serrais dans tes bras, je me demandais si tu pensais au fils que tu avais abandonné. Chaque fois que tu regardais Lucas, je me demandais si tu voyais les dangers génétiques que tu avais créés. Ça m'a rendue folle. Littéralement folle au point de vouloir mourir. Elle s'est arrêtée, respirant profondément avant de continuer. Mais ma thérapeute m'a aidé à comprendre quelque chose. Elle m'a fait réaliser que je te voyais comme un monstre, comme une créature sans cœur qui avait délibérément détruit ma vie. Mais ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Tu n'as pas fait ça par méchanceté. Tu l'as fait par peur. Par lâcheté, oui, mais par peur surtout. Et même si ça ne rend pas tes actions acceptables, ça les rend au moins compréhensibles. Ces mots me touchaient profondément. C'était exactement ça. J'avais agi par peur, cette peur paralysante qui m'empêchait de faire ce qui était juste. J'ai aussi réalisé autre chose, a poursuivi Céline. Que si tu avais parlé quand tu as découvert la vérité, oui, Marc et moi aurions été dévastés. Nous aurions rompu nos fiançailles. Nous aurions souffert terriblement. Mais Lucas ne serait jamais né. Et aussi difficile que soit ma vie maintenant, je ne peux pas imaginer un monde sans mon fils. Donc, dans un sens tordu et horrible, ton silence m'a donné la chose la plus précieuse de ma vie. Ça ne rend pas ton silence acceptable, mais ça complique ma capacité à te haïr complètement. Elle a essuyé une larme qui coulait sur sa joue. Je ne sais pas si je pourrai jamais te pardonner complètement, maman. Honnêtement, je ne le pense pas. Mais je peux essayer de comprendre. Je peux essayer d'avoir de la compassion pour cette jeune fille de 20 ans qui a été forcée d'abandonner son bébé. Je peux essayer de voir la femme terrifiée qui ne savait pas comment dire la vérité. C'était mon tour de parler maintenant. J'ai pris ses mains dans les miennes, et pour la première fois depuis presque 2 ans, elle ne s'est pas dérobée. Céline, ai-je commencé, ma voix tremblante, je ne cherche pas ton pardon. Je ne pense pas le mériter. Tout ce que je veux, c'est que tu saches que pas un jour ne passe sans que je regrette mes choix. Que si je pouvais remonter le temps, je ferais tout différemment. Je parlerais quand j'aurais dû parler. J'affronterais les conséquences comme j'aurais dû le faire. Mais je ne peux pas changer le passé. Tout ce que je peux faire, c'est essayer d'être meilleure maintenant. Être honnête maintenant. Être présente pour toi et Lucas et Marc de la manière dont vous avez besoin que je le sois. Nous avons pleuré ensemble ce jour-là, pour la première fois depuis que la vérité avait éclaté. Des larmes de douleur, de regret, mais aussi peut-être de soulagement. Le poids du silence était enfin levé. Tout était à l'air libre, aussi laid et douloureux que ce soit. Les mois suivants ont vu une lente reconstruction de notre relation. Ce n'était pas la relation mère-fille que nous avions eue avant. Cette relation-là était morte et ne reviendrait jamais. Mais nous construisions quelque chose de nouveau, quelque chose de plus honnête même si c'était plus fragile. Céline m'appelait plus souvent. Parfois juste pour parler de sa journée, d'autres fois pour me demander conseil. Un jour, elle m'a même invitée à déjeuner chez elle. C'était juste nous deux, sans Lucas comme tampon, sans Marc comme médiateur. Juste une mère et sa fille, essayant de trouver un chemin dans les ruines de leur passé. Marc a continué à développer sa relation avec Sylvie. Ils ont fini par se fiancer, et il m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Je voulais que tu sois la première à savoir, m'a-t-il dit. Après tout, tu es ma mère. Même si notre histoire est compliquée, même si je ne sais toujours pas comment te définir dans ma vie,
tu es ma mère. Et j'ai besoin que tu saches que je suis heureux. Vraiment heureux pour la première fois depuis longtemps. J'ai été invité au mariage. C'était en Belgique, une petite cérémonie intime dans une vieille chapelle de campagne. Céline et Lucas étaient là aussi. Nous étions tous là, cette famille étrange et brisée, pour célébrer ce nouveau départ. Pendant la cérémonie, j'ai regardé Marc et Sylvie échanger leurs vœux, et j'ai pleuré. Je pleurais pour mon fils que j'avais abandonné et retrouvé dans les pires circonstances possibles. Je pleurais pour ma fille qui avait perdu tant de choses. Je pleurais pour Lucas qui portait un fardeau qu'aucun enfant ne devrait porter. Mais je pleurais aussi de joie parce que malgré tout, malgré les erreurs horribles que j'avais commises, nous étions tous là. Nous avions survécu. Nous reconstruisions nos vies. Ce n'était pas parfait, loin de là, mais c'était quelque chose. C'était de l'espoir. À la réception, Sylvie s'est approchée de moi. Marguerite, m'a-t-elle dit gentiment, je voulais vous remercier. Je l'ai regardée avec confusion. Me remercier ? Pourquoi ? Pour avoir donné la vie à Marc. Sans vous, aussi compliquées que soient les circonstances, il ne serait pas là. Et je ne l'aurais jamais rencontré. Je sais que vous avez fait des erreurs terribles. Mais vous lui avez aussi donné la vie. Ça compte pour quelque chose. Ces mots m'ont touché profondément. Dans toute cette tragédie, personne ne m'avait jamais remercié pour quoi que ce soit. Tout le monde, moi y compris, était tellement focalisé sur mes erreurs que nous avions oublié qu'il y avait aussi eu de bonnes choses. J'avais donné la vie à Marc. J'avais élevé Céline avec amour. Ces choses-là étaient réelles aussi, même si elles étaient entachées par mes mensonges. Lucas a terminé le lycée avec d'excellentes notes malgré tout ce qu'il avait traversé. Il a été accepté dans plusieurs universités prestigieuses. Le jour de sa remise de diplôme, nous étions tous là encore une fois. Marc et Sylvie venus de Belgique, Céline rayonnante de fierté, et moi, dans un coin, observant mon petit-fils devenir un jeune homme. Après la cérémonie, Lucas m'a trouvé. « Grand-mère » a-t-il dit en me serrant dans ses bras, « je veux que tu saches quelque chose. J'ai beaucoup réfléchi ces dernières années. À ce que je suis, à d'où je viens, à ce que tout ça signifie. Et j'ai réalisé que je ne suis pas définie par les circonstances de ma conception. Je suis définie par les choix que je fais, par la personne que je décide d'être. » Il m'a regardé dans les yeux. « Tu as fait de mauvais choix, grand-mère. Des choix qui ont blessé beaucoup de gens. Mais tu as aussi fait de bons choix. Tu m'as aimé. Tu as été là pour moi. Tu m'as appris plein de choses. Ça aussi, c'est réel. Alors merci. Pour les bons moments. Il compte aussi. J'ai pleuré dans ses bras, submergé par la gratitude et l'amour. Ce jeune homme extraordinaire, né dans des circonstances si tragiques, avait trouvé un moyen de voir au-delà de la douleur. Il avait choisi de ne pas être une victime mais un survivant. Il m'inspirait plus qu'il ne le saurait jamais. Les années ont continué à passer. J'ai maintenant 75 ans. 5 années se sont écoulées depuis ce jour où Céline a jeté le gâteau par terre. 5 années de guérison lente et douloureuse, de reconstruction patiente, de pardon graduel. Ma relation avec Céline ne sera jamais ce qu'elle était. Nous ne sommes plus aussi proches, nous ne partageons plus ces moments d'intimité profonde que nous avions avant. Mais nous avons quelque chose de différent maintenant. Une relation construite sur l'honnêteté brutale plutôt que sur l'illusion confortable. Nous nous voyons régulièrement. Nous déjeunons ensemble une fois par mois. Elle me raconte sa vie, son nouveau travail qu'elle aime, ses projets d'avenir. Marc vit toujours en Belgique avec Sylvie. Ils ont eu un enfant, une petite fille nommée Sophie. Quand Marc m'a envoyé la photo de sa naissance, accompagnée d'un mot disant « Voici ta petite fille », j'ai pleuré pendant des heures. J'étais grand-mère d'une nouvelle façon, une façon qui n'était pas compliquée par les secrets et les mensonges. Sophie était pure, innocente, libre du poids de notre histoire. Marc m'invite en Belgique de temps en temps. Sylvie m'accueille toujours chaleureusement, sans jugement. Nous prenons le thé ensemble, je joue avec Sophie, et pendant ces moments, je peux presque oublier le passé. Presque. Lucas est à l'université maintenant, étudiant la psychologie. Il veut aider les autres qui ont vécu des traumas, qui portent des secrets familiaux lourds.
Notre histoire l'a transformé, lui a donné un but. Il m'appelle encore chaque semaine, fidèlement, me racontant ses cours, ses amis, sa vie. À la mère et grand-mère qui a presque tout perdu. Et à la vieille femme que je suis maintenant, qui a appris que la rédemption est possible même après les plus grandes erreurs. Que le pardon, même partiel, est un cadeau précieux. Que l'honnêteté, aussi douloureuse soit-elle, est toujours préférable au mensonge. Je ne peux pas changer le passé. Je ne peux pas effacer la douleur que j'ai causée. Mais je peux vivre le reste de ma vie avec intégrité. Je peux être présente pour ma famille de la manière dont ils ont besoin que je le sois. Je peux honorer leur douleur en ne répétant jamais mes erreurs. C'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que n'importe qui peut faire après avoir tout détruit. Continuer à avancer, un pas à la fois, vers un avenir qui sera peut-être meilleur. Et si je devais donner un conseil à quelqu'un qui lit mon histoire, ce serait celui-ci: parlez. Quelle que soit la vérité que vous cachez, aussi terrifiante qu'elle puisse être, parlez. Parce que les secrets sont comme du poison. Ils s'infiltrent dans tout, corrompent tout, détruisent tout. Et quand ils finissent inévitablement par éclater au grand jour, les dégâts sont exponentiellement pires que si vous aviez eu le courage de parler dès le début. J'aurais dû parler quand j'avais 20 ans et que mes parents me forçaient à abandonner mon bébé. J'aurais dû parler quand j'ai rencontré Robert et que nous avons commencé à construire une vie ensemble. J'aurais dû parler quand Céline m'a présenté Marc pour la première fois. Mais je ne l'ai pas fait. Et le prix de mon silence a été catastrophique. Aujourd'hui, je vis avec les conséquences. Mais je vis aussi avec l'espoir. L'espoir que le reste de ma vie, aussi courte soit-elle, puisse racheter même une petite partie de mes erreurs. L'espoir que ma famille, aussi fracturée soit-elle, puisse trouver la paix. L'espoir que mon histoire puisse servir d'avertissement à d'autres qui sont tentés de garder des secrets terribles. Et ma fille a jeté par terre le gâteau d'anniversaire que j'avais fait pour elle et m'a dit de le manger comme un chien. C'était le pire moment de ma vie, mais c'était aussi peut-être le plus nécessaire. Parce que c'est ce moment qui a tout fait exploser. C'est ce moment qui a forcé la vérité à sortir. C'est ce moment qui, aussi douloureux soit-il, a permis la guérison de commencer. Nous ne pouvons pas guérir ce que nous ne reconnaissons pas. Nous ne pouvons pas réparer ce que nous ne reconnaissons pas être brisé. Le gâteau par terre était un symbole de notre famille brisée, mais c'était aussi le point de départ de notre reconstruction. Maintenant, 5 ans plus tard, je peux dire que nous avons survécu. Nous portons des cicatrices, certaines visibles, d'autres invisibles. Mais nous sommes toujours là. Nous sommes toujours une famille, même si la définition de ce mot a changé pour nous. Et c'est quelque chose. Dans un monde où tant de choses peuvent mal tourner, où les erreurs peuvent détruire des vies entières, survivre est déjà une victoire. Reconstruire, aussi imparfaitement que ce soit, est un miracle. Et peut-être, juste peut-être, nous pouvons être ce miracle. Ma famille fracturée et moi. Ensemble, pas comme avant, mais ensemble quand même. Et pour l'instant, après tout ce que nous avons traversé, c'est suffisant.